Je- Alors, je fais une très courte introduction pour expliquer la logique dans laquelle ça s'inscrit, qui est d'essayer au-delà de la pédagogie de la recherche, de faire de la recherche en pédagogie, et qui est très influencée par un courant de travail aux États-Unis qui s'appelle l'Evidence-Based Management, dont on a parlé au détour de certaines conversations, et sur lequel je vais vous dire très rapidement quelques mots là, et puis si ça vous intéresse, on développera à l'occasion. C'est un courant qui est porté accessoirement par Denise Rousseau, qui est l'auteur du contrat psychologique, qui est extrêmement utilisé en ressources humaines, et qui maintenant travaille sur ce qu'elle appelle Evidence-Based Management. Accessoirement, Denise est au conseil scientifique de l'ISTEC. Tout ça... je vais l'inviter. On aura une réunion d'ici la fin de l'année, et j'inviterai Denise à venir, voilà, à venir parler de ça. Et elle a écrit un papier dans l'Academy of Management Learning and Education que je vous fais passer en même temps, dans lequel ils disent c'est pas le tout de pratiquer l'evidence-based management. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, mais il faut qu'on apprenne à l'enseigner. C'est-à-dire il faut qu'on travaille ça. Très rapidement, pour situer le courant, grosso modo, les chercheurs et les enseignants et les consultants, parce que c'est vraiment une communauté de praticiens, l'evidence-based management, déplorent le fait que, grosso modo, les mondes des entreprises et le management n'utilisent absolument pas les résultats de la recherche scientifique. Alors, ils abordent rapidement la question, pas les débats, vraiment les résultats. C'est-à-dire, une fois que les débats ont eu lieu et qu'on s'est écharpé, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on sait. Souvent plus, on sait sur ce qui ne marche pas. On ne sait pas forcément sur ce qui marche. La recherche ne produit pas des recettes de cuisine miracle. Mais en evidence-based management, les praticiens déplorent le fait qu'on n'utilise pas les meilleures preuves. Alors, evidence en anglais, c'est preuve, c'est pas évidence. Ça pose déjà un problème de traduction. Et on s'en remet souvent à des modes. L'entreprise libérée, l'holacratie, le lean management, etc. Et on se met à faire ça sans forcément savoir si c'est très pertinent pour la boîte, mais c'est ce qui se fait en ce moment. Et ça ne marche pas toujours, et ça a même parfois des conséquences catastrophiques. Leur idée est de dire il faut qu'on essaye de faire en sorte que les futurs managers, et donc nos étudiants qui sont de futurs managers, travaillent sur des bases un peu plus solides que mes petites croyances personnelles dans mon coin ou la mode du moment. Et il faut qu'on les encourage à se débarrasser des pratiques inefficaces, à se débarrasser des modes managériales et à savoir et à apprendre à aller chercher ce que la recherche peut apporter à la pratique. L'idée derrière, c'est qu'un grand nombre de problèmes qui ont l'air totalement contingents, originaux, différents de tous les autres en entreprise, en fait, ressemblent beaucoup à des problèmes qu'on voit dans d'autres boîtes. Et que si on apprenait nos étudiants non pas à se confronter aux problèmes superficiels, mais aux concepts sous-jacents qui génèrent ça, on pourrait les aider à résoudre plus de problèmes d'une manière plus efficace et plus pertinente. Ils s'inspirent grandement de ce qui se fait déjà en médecine, dans l'éducation et dans les politiques publiques. On a vu fleurir dans les dernières décennies evidence-based medicine, evidence-based policies and evidence-based education, qui sont devenus un classique, c'est-à-dire que, et c'est dans cette logique que la présentation de Gaël est intéressante, c'est que on s'est mis, surtout chez les anglo-saxons, à se dire mais si on veut enseigner, il faudrait peut-être qu'on regarde ce que la recherche nous dit sur l'enseignement. Ce que les études scientifiques nous disent sur l'enseignement. Quel est l'impact de la présence des ordinateurs portables dans une salle de classe? Wi-Fi et pas Wi-Fi, il y a des dizaines d'études là-dessus. Quel est l'impact du téléphone portable? Quel est l'impact de la taille des groupes? Quel est l'impact du mode d'évaluation? Il y a énormément d'universités maintenant qui conduisent des études pour voir si la présence est corrélée à la qualité des résultats des étudiants. Parce que vu que les étudiants maintenant ont accès aux sources à peu près partout et tout le temps, s'ils ratent un cours, ils peuvent aller voir une vidéo, souvent d'un prof qui est bien meilleur. Ils peuvent aller lire le bouquin. Ou ils peuvent interroger les étudiants qui étaient dans la salle de classe et qui leur expliquent. Ils peuvent partager leurs notes, ça se fait depuis longtemps. Il y a plein de manières de continuer à apprendre, même s'ils ne sont pas présents. Et ils se sont rendus compte, notamment les Britanniques, je travaillais là-dessus il n'y a pas longtemps, que la présence en classe n'était pas nécessairement corrélée à la qualité des résultats des étudiants. Ça fait un coup à la pédagogie quand vous vous rendez compte que
qu'il n'y a pas forcément besoin d'être face au prof pour quand même performer à l'examen du prof. On ne parle pas de ils s'en sortiront plus tard. L'examen fait par le prof, on peut avoir le fait de ne pas aller à son cours et pas forcément corrélé au fait d'échouer à son examen. Ça pose question. Et ce qu'appellent de leur vœu les chantres de l'evidence-based management, c'est d'aller chercher, pour le management aussi, pour la gestion, ce savoir scientifique qu'on pourrait utiliser et dans la gestion et dans l'enseignement. Alors après, il y a un certain nombre de principes qui sont posés, mais je vais pas rentrer dans les détails, je vous les montre juste dans les grandes lignes. Il s'agit, de se concentrer sur là où la science est claire. Il y a plein de débats entre académiques et scientifiques, c'est pas là-dedans qu'on va plonger les étudiants. On plonge les étudiants là où il y a une conclusion au débat. On sait un certain nombre de choses. On sait que la pyramide de Maslow ne fonctionne pas et que ça ne permet pas d'évaluer la motivation. Ça ne sert à rien. C'est facile à apprendre. C'est à ça que ça sert. Mais elles reviennent plusieurs fois dessus. Denise Rousseau, qui est en RH, ne supporte pas qu'on continue d'enseigner Maslow et Herzberg, alors que les études ont montré que ça ne marchait pas. Et des études ont montré qu'il y avait d'autres choses, et notamment les méthodes de fixation des objectifs qui permettent de stimuler la participation. Donc on se concentre, on ne peut pas tout couvrir avec la recherche, mais la recherche peut permettre de couvrir un certain nombre de points qui sont clés. Deuxième principe, encourager les étudiants à se rendre compte que régulièrement, ils ont des décisions à prendre et que pendant ces décisions, ils pourraient appliquer un certain nombre de principes et de connaissances qu'ils ont besoin de maîtriser et de savoir. J'ai encore un étudiant en alternance qui a participé à la modification des critères d'évaluation des commerciaux dans sa boîte, et qui ne se rendait pas compte que c'était un moment clé pour réfléchir à ce que c'était que la performance, à ce que c'était que la motivation. Donc développer cette sensibilité-là pour leur montrer qu'il y a des moments clés où ils peuvent utiliser ces choses-là. Je fais ça à la serpe, juste pour vous donner des idées. Troisième élément, c'est marqué 1 parce que je ne sais pas comment passer à 3 sur une nouvelle slide Google Doc. J'ai encore besoin d'un peu de formation. Troisième élément, les facteurs sous-jacents, c'est-à-dire de ne pas se focaliser sur le problème du moment, sur la mode du moment, mais d'essayer de voir ce qui est en dessous et d'essayer de réfléchir avec des concepts un peu plus stables et un petit peu plus solides et moins fluctuants que le dernier problème du moment. Mais que de voir que derrière deux collaborateurs qui ne veulent pas bosser ensemble et qui se détestent, il y a peut-être un problème de conflit. Il y a peut-être un problème de gestion d'équipe, plus que juste machin et machin, ils ne s'aiment pas. Et d'essayer de les amener à aller au-delà de ça. Evidence-based management, ce n'est pas pour un enseignement théorique. L'idée, c'est constamment de prendre ce que le savoir scientifique a établi et d'apprendre à l'appliquer. Un enseignement evidence-based management, c'est aller chercher ce que dit la science sur la question et chercher comment l'appliquer de manière contextuelle et contingente en respectant les contraintes du moment. Donc ce n'est pas des études de cas où on applique la même recette partout. C'est voilà ce qu'on sait sur la gestion de la motivation. Maintenant, réfléchissons à de quelle manière on pourrait l'appliquer à ces endroits-là. Et dans ce cadre-là, à Carnegie Mellon, là où travaillent les deux auteurs, mais principalement Denise Rousseau, ils travaillent sur des programmes dans lesquels des praticiens viennent partager des problèmes qu'ils rencontrent. Les étudiants vont chercher dans la littérature académique le savoir scientifique pertinent. Et après, ils travaillent avec le praticien sur alors comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer chez vous. Et le praticien peut dire alors ça ne marchera pas du tout. Ça, c'est possible. Donc, c'est des études de cas interactives. On n'est plus sur ça, c'est la bonne réponse, ça, c'est la mauvaise réponse. On est avec un acteur du terrain qui dit ah non, mais ça, personne ne le supportera dans mon équipe. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne idée. Donc, ils apprennent en permanence, non pas à appliquer des recettes toutes faites, mais à avoir quelques concepts et quelques savoirs sous-jacents et à contextualiser constamment leurs connaissances. Point 5, il y en a que 6. On revient toujours à 1 parce que je ne sais toujours pas comment avancer les puces dans Google Doc. Les aider à intégrer ça dans des systèmes d'aide à la décision, dans leur routine, dans leur manière de faire, dans des tableurs Excel, dans des outils d'évaluation de la performance, enfin, d'essayer d'intégrer ça dans les routines et dans les outils du quotidien. Et évidemment, préparer l'accès à la prochaine preuve. C'est-à-dire qu'il faut préparer les étudiants, et c'est un peu la logique d'un mémoire de recherche qu'on peut faire ici à l'ISTEC. C'est-à-dire, ok, mais la prochaine question, est-ce que vous êtes capable d'aller chercher vos propres réponses et le savoir qui sera nécessaire à ce moment-là. Donc, est-ce que vous êtes capable d'aller chercher vous-même des articles académiques et d'en extraire quelque chose, pas juste de dire, bon, bah,
Il y a des chercheurs qui disent ça, puis il y a des chercheurs qui disent ça. Mais d'utiliser le savoir pour établir quelque chose. Ce qui donne, et c'est la logique de décloisonner ces questions de chercheurs, non chercheurs, ou académiques, pas académiques, et même à l'intérieur publiant, pas publiant, qui à mon avis sont des frontières stériles. Ça ne veut pas dire que les activités sont identiques, mais ça veut dire que la frontière est stérile. L'intérêt avec Evidence-Based Management, c'est que pour eux, c'est une communauté entre de l'enseignement, de la recherche, de la pratique et un nécessaire dialogue. Mais il ne faut pas tout confondre, c'est-à-dire que les dialogues selon les activités que vous portez ne sont pas exactement les mêmes. Le dialogue entre les enseignants et les praticiens n'est pas de la même nature que le dialogue entre les enseignants et les chercheurs, qui n'est pas de la même nature que le dialogue entre les chercheurs et les praticiens. C'est des dialogues qui sont différents, mais ils sont tous absolument nécessaires. Sinon, on sépare la pratique de l'enseignement et l'enseignement de la recherche, et la recherche de la pratique, et on ne peut plus dialoguer, et à ce moment-là, on appauvrit et l'enseignement, et la recherche, et la pratique. L'idée d'Evidence-Based Management, courant avec lequel j'ai des problèmes épistémologiques graves, mais c'est que les stratégies finales sont exactement les mêmes, qui sont, il faut qu'on trouve des lieux, des espaces et des manières de se rencontrer dans tous les sens du terme, y compris entre la recherche et l'enseignement. Il faut qu'on aille regarder ce qui se fait en pédagogie, il faut qu'on regarde comment on peut enseigner de manière différente selon les différentes logiques, les différents objectifs, enseigner la RH aux 2e année ou aux 4e année ou aux 5e année, ça ne peut pas se faire exactement pareil. Mais ça ne peut pas se faire de manière cloisonnée en disant premier cycle la recherche et 2e cycle l'enseignement pratique. Ça ne marche pas comme ça, il faut trouver des modalités d'interaction que le courant Evidence-Based Management propose. Et dans l'inspiration de l'Evidence-Based Management, la manière dont on enseigne, même si elle est issue de notre pratique et de notre expérience et puis du partage de pratiques des autres, elle doit quand même faire référence à un moment à la somme d'études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, qui est monumentale. Elle est monumentale. Voilà à la serpe un peu la logique de l'Evidence-Based Management et Evidence-Based Pédagogie. Vous avez le papier, vous regardez, si ça vous intéresse, l'idée c'est de lancer un signal. Si ça vous intéresse et que vous voulez qu'on creuse Evidence-Based Management, on aura Denise Rousseau à un moment ou à un autre qui sera dans le coin, on peut aussi le travailler entre nous. Voilà, c'est l'idée de casser ces clôtures-là et l'idée d'initier des recherches sur la pédagogie qui existent, qui ne sont pas inexistantes, mais qui sont un peu éparpillées et qu'on pourrait concentrer un peu, focaliser. Et je suis persuadé qu'il y a un besoin, c'est sûr, et en plus il y aurait une demande en interne ici, comme dans toutes les institutions d'enseignement.